Je remercie la Société marocaine d'arthroscopie de nous avoir invité pour présenter ce conflit postéro-supérieur qui est quelque chose d'assez, on va dire, confidentiel, on va dire, parce que très peu d'entre nous en ont opéré beaucoup en tout cas. Voilà, donc je remercie aussi mon collègue Yves Lefebvre qui m'a aidé à faire ce symposium. Donc je vais essayer de résumer les choses en définissant ce conflit, en essayant d'en faire le diagnostic cliniquement, radiologiquement, de décrire quels sont les principes du traitement et enfin faut-il opérer les patients, et si on les opère, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on a comme résultat. Alors en termes de définition, c'est notre maître à tous, Gilles Walch, qui a défini ce conflit en 1991. Il s'agit de douleurs chroniques de l'épaule, chez les sportifs d'armée ou de lancer, sans instabilité, et ça c'est très important, ce ne sont pas des patients qui se luxent, c'est des patients qui ont mal, avec une lésion de la face profonde de coiffe. Cette lésion est une kissing lesion, comme disent les Américains, avec une lésion de contact entre la face profonde du supraspinatus, juste en arrière du supraspinatus, et la partie postérieure du labrum, qui crée donc un contact pathologique. Au même moment, Frank Job avait parlait d'une micro-instabilité occulte. Il retrouvait ça essentiellement chez les joueurs de baseball et il pensait que c'était un problème de stabilisateur antérieur ou de muscle périphérique défaillant. Il faisait donc une capsulographie à ses patients, mais vous verrez plus tard qu'en fait, il a très vite compris que le phénomène de contact, de kissing lesion, était au premier plan. C'est donc Gilles Walch qui est à l'origine de cette idée. Comme vous pouvez le voir, le baseball est un sport très fréquemment concerné aux États-Unis, puisque c'était le premier problème des joueurs de baseball, c'est l'épaule. Mais évidemment, en France, on n'a pas vraiment de baseball. C'est essentiellement aux USA et au Japon. Donc, et dans toute la quasi-totalité des autres pays du monde, c'est essentiellement des sports comme le tennis, le handball, le volley, la natation. Et il faut bien se rendre compte aussi que le geste est très différent. Vous voyez que le geste au baseball a une vitesse de rotation qui est à plus de 7000 degrés par seconde, alors que le service au tennis n'est qu'à 1500 degrés par seconde. C'est déjà beaucoup, mais c'est quand même plus de 3 fois inférieur. Donc il y a des pathologies qui sont quand même un tout petit peu différentes, et vous verrez que donc les lésions sont aussi différentes. Vous voyez que ce sport... les sports qui sont concernés, finalement, il y a quelques problèmes quand même, puisque le handball, quand vous êtes au haut niveau, vous avez quasiment 2 chances sur 3 d'avoir des douleurs de l'épaule. Le tennis, un quart à la moitié des patients des joueurs de compétition ont des problèmes. Et puis les nageurs ont aussi des problèmes assez fréquemment. Bien sûr, ceci concerne les joueurs professionnels. Alors la théorie principale pour expliquer ces éléments, c'est que lorsque vous faites un mouvement d'armée et de lancer, vous avez une contraction résistée des rotateurs externes de l'épaule pour empêcher l'épaule de tourner trop vite. Et cette contraction résistée entraîne des contraintes sur le faisceau postérieur de la capsule, et donc finalement une rétraction du faisceau postérieur. Cette rétraction entraîne un déplacement du centre de rotation vers l'arrière et vers le haut, ce qui distend relativement le faisceau antérieur, et ce qui explique l'hyperrotation externe, alors que la contraction postérieure entraîne, elle, une diminution de la rotation interne en abduction. Et il en suit un double mécanisme lésionnel de la coiffe, à la fois un contact agressif, donc la kissing lesion, et aussi dans les gestes beaucoup plus importants et plus rapides, un traumatisme torsionnel des fibres tendineuses qui fait donc une atteinte de la coiffe, mais aussi du bourrelet supérieur. Il faut noter aussi que la rétroversion humérale, qui s'adapte normalement avec l'âge, chez les enfants, la tête est très rétroversée, elle perd sa rétroversion progressivement. Quand vous gardez une rétroversion importante, vous protégez votre épaule. En revanche, si vous perdez votre rétroversion, ce qui est normal, eh bien, vous avez plus de risques d'avoir des douleurs d'épaule. Alors, le traitement est pourtant rarement chirurgical. Vous voyez qu'il n'y a que 24 articles de traitement chirurgical publiés en 30 ans, donc que 700 patients opérés, 774 exactement. Et vous voyez que la quasi-totalité des articles ont été publiés aux États-Unis et au Japon. Les seuls 3 articles de traitements chirurgicaux publiés en dehors de ces 2 pays sont les articles français de Gilles Walch et de Christophe Lévigny. Et la moyenne de reprise du sport, qui est le critère principal, évidemment, que les joueurs veulent avoir, eh bien, est finalement relativement médiocre, puisque seul 1 patient sur 2 reprend son sport au niveau antérieur. Lors du symposium, nous avons fait une étude anatomique systématique en testant 100 épaules sous arthroscopie, en excluant bien sûr les patients qui avaient de la pathologie. Donc c'était un test sur les patients, a priori, n'ayant pas cette pathologie. Eh bien, quand vous faites un geste d'armée, vous voyez que le contact en fait, entre la partie postérieure de coiffe et la partie postérieure de la glène est physiologique. En effet, on le retrouve en armée maximale dans 94% des cas.
Donc ce n'est pas le fait d'avoir un contact qui est pathologique, c'est le fait de le répéter extrêmement souvent, et en particulièrement quand vous faites un armé régulier. Vous voyez que les lésions sont corrélées avec le fait de faire un sport en armé régulier. Philippe Claver continue son étude avec une étude arthroscopique pour voir si le fait de restreindre les capsules donnait quelque chose. Il a agrafé les capsules sur des épaules cadavériques, il a reproduit les mouvements d'abduction, rotation externe. Et quand on fait une plicature antéro-supérieure, il n'y a pas de contact, donc quand on ferme l'intervalle des rotateurs, il ne se passe rien. Quand on restreint la capsule antérieure, il ne se passe rien non plus. En revanche, quand on restreint la capsule postérieure, là, on a une diminution de la rotation interne et un contact précoce, ce qui donc serait un argument pour cette physiopathologie également. Passons à l'examen clinique maintenant, et je remercie Alexandre Hardy pour avoir travaillé là-dessus. L'examen clinique, il faut évidemment interroger le patient. La première chose à faire, c'est d'éliminer une épaule instable. Un traumatisme, une luxation d'épaule avérée, ce n'est pas un conflit, c'est une instabilité. On va chercher un problème de technopathie. Vous voyez qu'à gauche, le patient a un mouvement très ample en jouant au tennis, alors qu'à droite, il a un mouvement beaucoup plus court. Et le mouvement plus court protège, alors que le mouvement ample peut aggraver les choses. Il faut examiner le patient, chercher une amyotrophie, notamment ce qu'on appelle une dyskinésie scapulothoracique. Il y a 3 types de dyskinésie, de haut en bas, 1, 2 et 3. Et dans cette pathologie-là, c'est souvent le type 3 qui est concerné. Fait essentiel, et c'est ça qu'il faut retenir si vous retenez qu'une seule chose, il y a une diminution de la rotation interne en abduction, la RI2, du côté malade par rapport au côté opposé, de plus de 20 degrés. Et s'il n'y a que ça à retenir de ce symposium, si vous avez un patient qui fait du tennis et qui a une diminution de la rotation interne en abduction, il a très fort probablement des risques de conflit, avec aussi une diminution de l'arc global. Alors comment on fait pour les mesurer? On fait comme ça, vous voyez, ça c'est le côté pathologique, donc il a une grande rotation externe, et la rotation interne, elle est bloquée. Alors que de l'autre côté, il a une rotation externe à peu près normale et une rotation interne qui est meilleure. Il y a donc une différence entre les deux côtés supérieure à 20 degrés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le GERD en anglais, Glenohumeral Internal Rotation Deficit. Et celui-là, il doit vous attirer l'œil. Enfin, deuxième chose importante, la douleur, elle est postérieure. Il n'y a pas d'appréhension. Ces patients ne sont pas instables. Elle disparaît lors du relocation test de Job, mais ce n'est pas l'appréhension qui disparaît, puisqu'il n'y en a pas, c'est la douleur qui disparaît. Donc ces deux éléments, le GERD et la douleur postérieure qui disparaît, sont des éléments fondamentaux. Les tests non spécifiques sont parfois positifs pour la coiffe, bien évidemment, parce qu'il y a des ondes de coiffe associées, le reste n'a pas beaucoup d'importance. Chez les professionnels, un Cybex de l'épaule est important. Pourquoi ? Parce que vous voyez que le ratio normal rotateur externe, rotateur interne, c'est 2/3, c'est-à-dire que les rotateurs externes sont à 2/3 de la force des rotateurs internes. C'est un ratio normal. Si ce ratio est diminué, mais vous avez un facteur de risque plus important d'avoir ce type de conflit. Enfin, il faut chercher un trouble de la chaîne cinétique, c'est-à-dire du tronc et des membres inférieurs, puisque lorsque vous servez au tennis ou lorsque vous faites votre geste de handball, vous êtes en appui sur la jambe contralatérale. Si la jambe contralatérale au membre lanceur a un problème, eh bien, vous aurez des troubles statiques qui vont aggraver votre problème de conflit. Bien sûr, ce n'est pas une épaule instable. Il peut y avoir une slap lésion qui est associée très fréquemment en cas de gestes de type baseball. Et la slap lésion, comme vous le savez tous, c'est un diagnostic difficile. Il y a plusieurs tests, le O'Brien, le crank test, le speed up, ou le palm up, comme tout le monde connaît ces tests. Et c'est un faisceau d'arguments, l'aspect radiologique aussi, avec des examens qui vont vous permettre de voir s'il y a une slap lésion ou pas. Passons maintenant à l'imagerie. Merci à Nicolas d'avoir fait le bilan d'imagerie. Il faut faire des radiographies standards, bien sûr, et un examen injecté. Et vous verrez, qu'est-ce que vous verrez ? Des anomalies postéro-supérieures de l'humérus, avec des kystes qui sont très souvent présents. Ensuite, des anomalies postérieures de la glène, ça c'est très important. Vous avez très souvent des éperons de la partie postérieure de la glène qui peuvent être présents. Vous avez des lésions de la face profonde de coiffe, ça fait partie bien sûr du bilan diagnostique, et vous avez des lésions labrales postéro-supérieures. On peut faire une IRM en abduction rotation externe, mais comme vous le savez maintenant, le contact est positif dans 100% des cas, puisque c'est physiologique. Enfin, la rétroversion humérale peut être évaluée. Le traitement médical, il est basé essentiellement sur plusieurs choses, sur la partie physiopathologique des choses. Il doit être démarré dès le plus jeune âge, et durant toute la carrière sportive. C'est le traitement préventif pour éviter le conflit. Il y a plusieurs choses essentielles. Il faut améliorer la perte de rotation interne, donc récupérer une rotation interne normale.
Eh bien, pour cela, il y a des programmes d'étirement, ce qu'on appelle le cross-body stretch ou le sleeper stretch, vous voyez, en verrouillant l'omoplate et en récupérant, en tirant sur la rotation interne, et ça améliore les choses et ça diminue le risque de blessure. Il faut bien sûr corriger aussi la dysfonction scapulaire, la dyskinésie scapulo-thoracique, qui est souvent présente. Et là, c'est pareil, il y a des mouvements à faire avec le kiné pour faire travailler les muscles postérieurs de l'épaule, renforcer les chaînes musculaires postérieures, étirer le petit pectoral. Je passe assez rapidement là-dessus. On travaille le déséquilibre des rotateurs de coiffe. Comme je vous l'ai dit, le ratio normal, c'est 2/3. RE sur RI égale 2/3. S'il est inférieur, c'est pas bon, il faut donc être supérieur. Et pour ça, eh bien, il y a des exercices très réguliers de renforcement des rotateurs externes, qui sont des choses importantes à faire. Enfin, il faut travailler les chaînes cinétiques globales, puisque vous voyez que, par exemple, 54% de la force au service au tennis est due au membre inférieur et au tronc. Donc vous avez plus de force avec votre membre inférieur et votre tronc qu'avec votre épaule pour servir au tennis. Et il y a une corrélation pathologique qui est tout à fait nette entre les patients qui ont un conflit et les patients qui ont une raideur lombaire, un trouble de la statique du membre en appui et un déficit de rotation interne sur le membre inférieur contralatéral. Et bien là, il faut, pareil, renforcer les membres inférieurs, récupérer la mobilité de hanche, travailler la statique rachidienne, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. En cas de blessure, c'est le même problème. Il faut bien sûr éviter le geste sportif, diminuer la douleur, récupérer les amplitudes articulaires, travailler la balance musculaire. Ensuite, progressivement, récupérer la force tout en évitant le geste sportif, travailler les chaînes cinétiques. Ensuite, vous passez au renforcement musculaire et vous voyez qu'il y a des programmes de récupération qui sont relativement assez cadrés. Et puis, l'analyse du geste sportif, après, doit être effectuée avec des critères de reprise qui sont assez stricts, pas de douleur, mobilité scapulaire symétrique, stabilité statique, un ratio de force musculaire normale et un SCAI-JOC score important, je vous en parlerai plus tard. Passons maintenant au traitement chirurgical. Je remercie Jean Cagny et Christophe Lévin qui ont fait ce topo. Il y a 5 techniques qui ont été décrites: capsulographie antérieure, dérotation humérale, mais c'est quand même peut-être assez lourd, débridement isolé du bourrelet postérieur, réparation de la coiffe et glénodoplastie. La capsulographie était basée sur les principes de Job, de micro-instabilité, et on pouvait la faire de plusieurs façons. Mais en fait, ce n'est pas le problème. Ces patients ne sont pas instables. Et même si les résultats des premières séries dans les années 90 semblaient positifs, c'est en fait parce que les Américains mélangeaient des patients avec conflit avec des patients instables. Donc si vous prenez que les patients avec conflit, eh bien, les résultats sont mauvais. La dérotation humérale a été proposée par Gilles Vache pour corriger le défaut de rétroversion. Alors, théoriquement, ça peut sembler bien, mais en fait, en pratique, le retour au sport au même niveau n'est pas si extraordinaire que ça, et il y a tellement de complications et de révisions en rapport avec la mise en place des plaques que c'est une technique qui a été abandonnée. Le débridement postérieur d'isolé du bourrelet, c'est quelque chose qui doit être fait, mais qui, de manière isolée, finalement, obtient des résultats très variables et parfois relativement médiocres, comme vous pouvez le voir aussi. Quant au traitement de la coiffe, eh bien, sur les lésions de petite taille, Hellman 1 et 2, donc moins de 50% de l'épaisseur de la coiffe, un débridement suffit. Quand on est à un stade Hellman 3, il faut bien sûr réparer. Et là, vous voyez que les résultats, donc débridement plus coiffe, eh bien, entre 16 et 50% de reprise du sport, finalement, c'est pas si terrible que ça, puisque c'est le reprise du sport au même niveau qui est le critère essentiel. Quand on combine les résultats, vous voyez que c'est très très variable, et là, vous voyez les petites choses ici, 69%, c'est quand on rajoute la chose importante qui est la glénidoplastie. En revanche, quand vous remettez une capsulographie, vous voyez que le chiffre chute extrêmement rapidement. Donc la capsulographie, une mauvaise idée, la glénidoplastie peut être une bonne. Qu'est-ce que c'est que la glénidoplastie ? Eh bien, vous voyez que la présence d'éperons postérieurs est quelque chose qui doit être évalué au scanner en préopératoire, parce que s'il existe, il faut absolument l'enlever. Techniquement, en position demi-assis, il faut réséquer le bourrelet postérieur, mais vous faites d'abord l'analyse, bien sûr, de l'ensemble de votre atteinte. Vous voyez que là, il y a une lésion de coiffe qui est vraiment non négligeable ici. Et vous avez le conflit qui est tout à fait net. Quand vous mettez l'épaule en abduction externe, vous voyez que la lésion de coiffe s'appuie sur le bourrelet postérieur. Et donc, il faut, à ce moment-là, réséquer le bourrelet postérieur, n'hésitez pas, réséquer le bourrelet postérieur, enlever la capsule postérieure supérieure, pas l'inférieure évidemment, débrider votre coiffe
et mettez en évidence le bourrelet, l'éperon postérieur qui est ici. Vous voyez, il peut ne pas être très gros, mais quelque chose qui est un petit peu débordant par rapport au cartilage. Eh bien ça, cette petit éperon, il faut l'enlever, car c'est lui qui va être responsable du conflit. Vous l'enlevez à la fraise sans problème particulier. Il peut parfois être assez bas, on peut être obligé de faire une voie d'abord un petit peu plus postérieure et inférieure. Avec les suites opératoires sont relativement simples chez les patients sportifs et on obtient très rapidement une mobilité excellente. Il ne faut pas les immobiliser, ou très peu, juste un traitement talgique et les rééduquer immédiatement. Et vous voyez qu'on peut avoir des résultats assez bons très rapidement. Les résultats, il n'y a pas de complications, pas d'arthrose, pas d'instabilité contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si on ne les résèque pas assez, ça ne va pas, donc il faut les réséquer suffisamment. Et on obtient un niveau sportif bien meilleur avec des patients satisfaits. Je passe sur les résultats comparés au débridement. Il n'y a pas photo, bien évidemment. Et on va arriver maintenant à l'étude du symposium, qui n'a pu être malheureusement qu'une étude rétrospective, puisque des pathologies aussi rares, pour faire une étude prospective, il nous aurait fallu 10 ans pour avoir une dizaine de malades. Donc nous avons essayé d'analyser le résultat du traitement chirurgical chez les sportifs avec armée et lancé, en jugeant sur le niveau de reprise sportive et un score KJOC, un sport récemment décrit, qui est une auto-évaluation des sportifs en lancer, bien plus efficace que le score de Constant, comme vous le verrez. Nous avions 5 questions. Le type de sport influence-t-il le résultat? Est-ce qu'il fallait faire une capsulographie? Vous verrez que non. Est-ce que la glénodoplastie était une bonne chose? Est-ce que le fait d'avoir une lésion de coiffe et de la réparer modifiait le résultat? Les critères d'inclusion, c'est ceux du conflit, donc la douleur postérieure à l'armée, le GERD, un geste chirurgical, un recul plus d'1 an, et évidemment exclure toutes les instabilités, toutes les lésions qui n'en étaient pas. Nous évaluons sur la douleur, la reprise du sport avec 2 catégories, ceux qui sont contents, c'est qu'ils reprennent le sport au même niveau, au niveau supérieur, et ceux qui sont peut-être un tout petit peu satisfaits, mais forcément moins bien, puisqu'ils ne vont pas au même niveau, et les scores, bien évidemment. Vous voyez qu'il a fallu qu'on réunisse beaucoup de centres pour avoir que 135 dossiers. C'est souvent des hommes, le côté dominant, bien évidemment, avec un suivi moyen de 8 ans. C'est des gens qui jouent au handball, au tennis et au volley principalement, mais ils peuvent faire plus de sport. Et dans la quasi-totalité des cas, ils font de la compétition. En préopératoire, ils sont très gênés par leur douleur, puisque seulement moins de 20% des patients poursuivent au même niveau. Ils ont tous une douleur postérieure à l'armée, avec un relocation test qui est parfois positif. Ils ont bien sûr de temps en temps des signes de job, puisqu'ils ont des atteintes de coiffe. Et à l'imagerie, vous voyez le conflit en imagerie ici, des lésions du labrum, des lésions de coiffe, ce qui est logique compte tenu du fait qu'il s'agit d'un conflit. Mais vous voyez qu'il y a aussi quelques lésions du labrum antérieur, et donc probablement eu des patients qui étaient un peu confondus et qui étaient instables. Des lésions de coiffe à l'imagerie, non transfixiantes la plupart du temps. Et puis, et là, chose intéressante, un éperon dans 46% des cas. Donc c'est quand même quelque chose d'important à rechercher. Il faut débrider le labrum, faire la glénodoplastie. Vous voyez qu'il y en a qui ont été un peu agressifs, qui ont même fait des glénodoplasties alors qu'il n'y avait pas d'éperon, parce qu'ils trouvaient que la glène était un petit peu trop grosse. Un geste capsulaire, évidemment, postérieur. La capsulographie antérieure est une erreur, et vous verrez pourquoi. Donc le débridement était très souvent le cas, la réparation moins souvent le cas, mais vous voyez qu'il y a de temps en temps des petites lésions qui ont été réparées, et ça c'est aussi une erreur. On passe au résultat, donc une nette amélioration pour la douleur, et surtout un passage d'une douleur extrêmement handicapante à une simple gêne qui permet donc le retour au sport. Le retour au sport peut être un petit peu décevant, puisque 53% simplement ont repris au même niveau, mais je vous rappelle qu'il y avait des patients qui étaient instables dans ces cas-là, et qui ont une capsulographie antérieure, et ça, c'est pas bon. Le score KJOC est spécifique de ce type de patient, et bien meilleur que le constant pour évaluer ces patients. Est-ce que le sport influence le résultat? Oui. Ceux qui jouent au tennis ont un résultat qui est moins bon que ceux qui jouent au handball. Est-ce qu'il faut faire une capsulographie? Clairement non. Vous voyez qu'ils ont plus de douleur quand ils reprennent moins le sport, quand ils ont un risque de douleur beaucoup plus important, donc il ne faut pas le faire. Est-ce que la glénodoplastie améliore le résultat? Oui, elle améliore le résultat, et ça alors statistiquement c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de patients, mais c'est clair que ça améliore le résultat. Est-ce que la présence d'une lésion de coiffe péjore les résultats? Pas vraiment, surtout si vous en faites un débridement. Le débridement permet d'améliorer les choses, alors que si vous faites une réparation, alors là vous aurez un moins bon résultat, et c'est relativement logique. Donc en conclusion, quand vous avez une épaule douloureuse du lanceur, il faut en tout premier, parce que c'est évidemment les choses qui peuvent arriver le plus fréquemment dans l'épaule, éliminer l'instabilité. Si vous n'avez pas d'instabilité retrouvée, vous essayez encore d'éliminer d'autres choses, l'épaule douloureuse et instable, celle qui ne s'est jamais luxée mais qui est quand même instable, les problèmes neurologiques, la chromoclaviculaire, la SLAP, la rupture de coiffe.
et vous recherchez la douleur postérieure et la limitation de la rotation interne en abduction. Si vous avez ça, vous faites un arthroscanner, un arthro-IRM, vous le traitez médicalement bien sûr, et si vous avez les lésions sur l'arthroscanner et que le traitement médical est un échec, au bout de 6 mois, là, il faut s'occuper du labrum, s'occuper de l'éperon, s'occuper de la coiffe en essayant de ne pas trop l'abîmer, mais au stade d'Hellman 3, vous n'avez pas le choix, il faut la réparer, et vous aurez un résultat assez correct. En aucun cas, essayez de stabiliser ses épaules, ce n'est pas le problème. Je vous remercie, je remercie toute mon équipe, et je vous donne rendez-vous à Rennes. Merci à tous les orateurs pour ces résumés sur le symposium de la SFA de l'année dernière. Et nous invitons tous les orateurs de venir nous rejoindre pour recevoir un petit souvenir de la SMA. Mademoiselle. Je connais là. Jean-Claude.